Bonjour tout le monde, bonjour Héloïse. Bonjour Antoine. Ça fait plaisir de te retrouver encore une fois. De même. On se retrouve aujourd'hui pour, je pense, le podcast qu'on nous a le plus demandé. Ah bon, lequel? C'est quand faut-il quitter l'autre? Bah oui, c'est une question essentielle parce qu'en fait, quand les clients viennent me voir, parfois ils viennent, ils me disent oui, je veux divorcer. Et puis le premier réflexe que je vais avoir en tant qu'avocate, c'est déjà d'évaluer la relation de couple et de leur dire bon, par rapport à ce que vous me dites, oui, je pense que vous pouvez y aller et vous pouvez divorcer. Mais moi, ce que je préfère, même si c'est peut-être pas dans l'essence de l'avocat qui fait des divorces, c'est des gens qui me disent bon, on a un peu d'espoir maintenant qu'on vous a parlé. Est-ce qu'on peut faire une médiation? Donc tu vois, la capacité à apprécier chez les personnes si elles doivent ou non se séparer, également, tu vois, d'un point de vue juridique, puisque c'est les divorces, les séparations que je traite au quotidien. Je pense que c'est un éclairage qui peut intéresser pas mal de personnes. Ouais, et puis de toute façon, le but, c'est de faire sur cette chaîne quand même le tour du couple, parce que ça soit sur un point de vue purement juridique, mais aussi psychologique ou comment se projeter, quoi. Exactement. Bon alors, est-ce que l'amour suffit? Quand est-ce qu'il ne suffit plus et quand est-ce qu'il faut partir d'après toi? L'amour ne suffit pas, Antoine. Ah mince. L'amour ne suffit clairement pas, puisque tu peux très bien avoir des personnes qui vont dire je l'aime. Et à côté de ça, avoir un discours je suis pas heureux, je suis pas heureuse. Il y a des problèmes de valeur. Je pense l'une des raisons fondamentales, tu vois, pour lesquelles, par exemple, tu dois te séparer, c'est des problèmes de valeur, des problèmes de vision du futur. Si tu as deux personnes qui se rencontrent et il y en a un qui dit moi je voudrais avoir un enfant, et l'autre qui dit non, moi je veux jamais en avoir. Est-ce qu'il ne faut pas se poser la question de la séparation, même si c'est douloureux à ce moment-là? Bien sûr, ça, c'est des questions qui peuvent sembler faciles, mais finalement, quand les gens sont confrontés à ce type de questions, eh bien, les sentiments les empêchent d'avoir une attitude, je dirais, presque lucide de la situation. Pareil, sur des questions de distance. Quand on a l'intention de construire une famille et qu'on habite à 10 000 km l'un de l'autre, ça peut être quand même compliqué. Il y a c'est des questions qui, à mon sens, sont nécessaires pour savoir si on doit ou non se séparer. Et c'est quelque chose que tu observes souvent, que les gens manquent de réflexion à ce niveau-là, et parfois c'est criant qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs ou qu'ils n'ont pas simplement posé les éléments. C'est quelque chose que tu vois souvent ou c'est Alors, quand même pas... c'est dur à dire, et j'ai l'impression, tu vois, d'avoir une forme presque de prétention à dire ça, mais j'ai l'impression que c'est la majorité de mes dossiers. Okay. C'est-à-dire qu'ils avaient la plupart du temps absolument tout sous les yeux, mais qu'ils ont fermé les yeux justement au nom de l'amour. Ouais. Tu vois, parce que quand tu es amoureux, tu manques d'objectivité. C'est la raison notamment pour laquelle le contrat de mariage dit toujours qu'il permet de compenser la question de l'imprévisibilité de l'amour. Et tu vois, les questions d'argent, les questions d'enfants, les questions d'éducation, les questions de religion, tout ça, c'est des questions de valeur qui doivent être appréciés au cas par cas, parce que tu peux très bien avoir, par exemple, des couples avec des confessions différentes et des pratiques assez souples, et des couples avec des confessions même identiques qui ne vont pas voir la religion de manière identique. Donc, tu vois, il n'y a pas de généralité, selon moi, à donner en termes de différence de valeur. Je pense que c'est quand même propre à chaque couple, et il faut l'examiner. Et surtout, à mon sens, ce qui fait défaut aujourd'hui, c'est une forme, et là tu l'as indirectement posé la question, c'est une forme d'éducation dans le couple. Aujourd'hui, on éduque en matière de maths, on éduque en matière dans toutes les matières, on instruit tout au moins, on instruit en maths, en physique. Pourquoi on n'instruit pas en termes de communication? Pourquoi on n'instruit pas en termes de connaissance de soi-même? Pourquoi on n'instruit pas en matière de couple? Aujourd'hui, le fait qu'il y ait autant de séparations dans le couple, c'est pas seulement une question juridique, c'est pas seulement une question psychologique, c'est un phénomène social beaucoup plus large qui interroge sur le taux de natalité. Les questions étatiques, à mon sens, ne sont pas les seules raisons pour lesquelles il y a une reproduction qui est moins importante. Les questions économiques ne sont pas les seules à prendre en compte. Il y a aussi une question d'éducation dans le couple qui fait défaut, à mon sens, aujourd'hui. Tu veux dire que les gens, aujourd'hui ou peut-être depuis longtemps, mais n'ont pas compris vraiment ce qu'était un couple, ou en tout cas n'ont pas assez étudié cette question pour arriver à faire une relation saine? Oui, exactement. Ils pensent qu'en fait, déjà, il y a la question de l'idéal du couple qui pose défaut, qui pose problème. Pourquoi? Parce que les personnes, ils ont un imaginaire dans le couple. Ouais. Ils s'imaginent qu'ils vont rencontrer la personne qui sera exactement faite pour elles. Sauf que ça, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça la réalité. On modèle pas une personne pour qu'elle entre ensuite dans notre imaginaire. Ça marche pas comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qui fait défaut, parce que la descente, elle est d'autant plus violente. Tu vois, quand tu comprends
que la personne elle n'est pas comme toi, en fait, le réflexe qu'ont les personnes, en tout cas des témoignages que j'ai, c'est qu'elles vont essayer de dealer. Tu vois, elles vont se dire, bon, la personne, elle n'est pas exactement comme je l'avais imaginé. Je me dis que je vais essayer de faire en sorte quand même que ça marche en faisant des efforts, en faisant des compromis. Ou en essayant de changer l'autre, ce qui est encore pire. Ou en essayant de changer. Alors ça, c'est le top du top, tu vois, en essayant de changer l'autre. Sauf que cette attitude-là, pour moi, elle fait difficulté, elle est dangereuse parce que tu es en train de négocier avec la personnalité de l'autre, tu es en train de négocier avec qui tu es profondément. Et donc après, l'étape suivante, une fois que tu as négocié et que tu t'es aperçu que la négociation n'était pas possible, t'entres dans le rapport de force. Une fois que tu es dans le rapport de force, là, c'est la catastrophe. C'est le préalable au divorce, pour moi, le rapport de force, parce que tu vas être dans une phase où tu vas juger l'autre. Tu vas considérer qu'il n'est pas comme il devrait être. Sauf qu'il n'y a pas à considérer que l'autre devrait changer ou non. Quand on veut changer, ça doit venir de soi, ça ne doit pas venir d'un regard de l'autre. C'est d'ailleurs pour ça que toutes les disputes conjugales où l'autre te dit « mais t'inquiète pas, je vais changer », ça ne marche pas. D'accord ? La plupart du temps, ça ne marche pas, en tout cas de mon point de vue d'avocate. D'accord ? En tout cas, c'est sûr que toi, tu vois que les gens chez qui ça n'a pas marché. Alors, pas que, parce que j'ai aussi des exemples en tête, et même si ce n'est pas la majorité des dossiers que j'ai des exemples de médiation en tête où les couples viennent et où je suis tellement heureuse quand ils se rabibochent à la fin. Et après, je garde encore contact avec eux en me disant merci, je refais quelques médiations de temps en temps. Pourquoi ? Parce que justement, je n'ai pas une approche psychologique puisque je ne suis pas psychologue, j'ai une approche de médiatrice, de respect des besoins de l'autre, de l'éducation, avec éventuellement, ils vont éventuellement parler un petit peu de leur enfance, mais moi, je ne suis pas du tout dans le psychanalytique, la psychanalyse ou ce genre de choses. Et donc, tout ça pour dire que... qu'est-ce que je disais du coup ? Je sais pas, mais pour compléter ça, moi, j'avais à l'époque, tu sais, où je montais une boîte dans le droit aussi de la famille, j'avais discuté avec des conseillères conjugales. Ouais. Et c'est intéressant parce qu'elle disait... Parce que là, on disait que l'amour ne suffit pas. Ouais. Mais l'amour est quand même indispensable à la relation. Et elle disait que souvent, elle voyait des couples où, en fait, il n'y avait jamais eu d'amour. Même au début. C'est souvent, par exemple, deux personnes qui ont grandi ensemble et puis, du coup, c'était l'âge, ils s'entendaient bien, ils étaient amis ou ils étaient potes ou... je sais pas. Il n'y avait pas d'amour vraiment. Il disait ça, en général, c'est très compliqué. On peut pas réparer parce qu'il n'y a pas de socle de base. Ouais. Il disait par contre, même des relations très abîmées où il peut y avoir eu vraiment des choses qui se sont passées pas top, si à la base il y avait un amour puissant, etc., on peut reconstruire à partir de ça, sur ce souvenir, etc. Donc, l'amour n'est pas suffisant pour construire une relation, mais il est aussi indispensable. Il faut pas. Il est indispensable pour reconstruire la relation. Pour la reconstruire ou même pour en créer une scène, quoi. Exactement. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle tu as Jacques Salomé qui te parle de la notion de désamour, qui arrive malheureusement au cours d'une relation. Quand tu as un désamour d'un membre du couple envers l'autre, la relation, elle est terminée. Tu peux pas la reconstruire et ça rejoint exactement tes échanges avec les conseillères conjugales. Donc ça, c'est dramatique. Je pense que vraiment, quand il y a la certitude du désamour, ça n'a pas de sens de vivre une relation de cette manière-là. Et en même temps, est-ce qu'il y a des cas où, à l'inverse, il n'y a plus l'amour, mais c'est peut-être pas quand même le bon moment pour partir ? Bien entendu, il y a des fois, c'est pas le bon moment pour partir. Pourquoi ? Parce que déjà, la phase de l'acceptation du désamour, elle est lente. Et puis, il y a une forme de culpabilité de la personne aussi qui n'aime plus. C'est difficile de passer de j'ai aimé énormément cette personne avec qui j'ai construit une famille à la phase, en fait, je l'aime plus. On a notre rationalité qui nous dit, mais est-ce que c'est vraiment possible qu'il y ait un tel désamour ? Et ce qui est difficile, moi, ce que je vois là dans mes dossiers, c'est justement ce décalage-là. Quand tu as un membre du couple qui a fait tout ce travail psychologique le plus souvent pendant des années et que le désamour est venu de manière progressive, et qu'au moment où il y a la certitude du désamour, l'information est donnée à l'autre membre du couple. Et là, c'est très difficile parce que dans les négociations, le rythme, l'avancée psychologique des deux membres du couple n'est pas du tout le même. Et donc, tu as un décalage qui est très profond. Et quand il y a un tel décalage, la personne qui est quittée n'arrive pas à faire le deuil rapidement,
puisque l'autre, elle a fait le deuil pendant des années. Donc, en fait, forcément que le membre du couple, il va mettre des années aussi pour faire ce deuil-là. Surtout que notre société, aujourd'hui, à mon sens, le problème, c'est que ce n'est pas une société qui nous apprend à faire le deuil. On apprend à vivre, on apprend à être heureuse, on a une injonction au bonheur. Mais pourquoi on n'a pas une injonction à apprendre à faire un deuil ? Ça devrait faire partie de la vie, comme on apprend à être heureux, en fait. Oui, on est dans une société où on nous cache la moindre frustration, la moindre blessure, etc. Alors que la vie est faite de blessures, de frustrations, de renoncements. Exactement. Et je pense que moi, si j'avais un conseil à donner à tous ces couples qui vont peut-être un jour divorcer, ou en tout cas qui se rencontrent aujourd'hui. Ou au contraire, qui veulent ne pas divorcer. Qui veulent ne pas divorcer, c'est que là où vous avez finalement besoin de reprendre le contrôle face à une personne qui dit qu'elle ne vous aime plus, en fait, il faut avoir totalement l'attitude inverse. C'est justement la liberté. Le fait qu'une relation va potentiellement être reconstruite en recréant des sentiments, des moments partagés, que tu vas avoir du coup un espoir de reformer de nouveau un couple. Alors que l'attitude que vont avoir les hommes la plupart du temps qui sont quittés, puisque statistiquement, c'est entre 70 et 80% des hommes qui sont quittés. L'attitude des hommes, ça va être de vouloir récupérer à fond leur femme, de vouloir se battre pour la récupérer. Sauf que la manière de se battre, la plupart du temps, c'est d'écouter, puisque, à mon sens, si les hommes sont quittés majoritairement aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un manque d'écoute. Et la responsabilité des femmes, qui n'est bien entendu pas neutre non plus, c'est la difficulté à exprimer avec clarté leurs émotions et le fait que les hommes, aujourd'hui... Alors, je te parle des couples hétérosexuels parce que c'est la majorité des dossiers, mais j'ai aussi des couples homosexuels. La difficulté aussi, c'est que les hommes, quand ils vont entendre qu'il y a un mal-être chez leur époux, chez leur femme, ils vont entendre ce mal-être, mais ils vont se dire mais elle est restée en fait. Si elle est restée, c'est que c'est pas catastrophique puisque moi je suis restée et voilà. Donc ils n'ont pas en fait la petite lanterne qui leur dit attention. Quand elle m'a fait ce warning, en fait, c'était que c'est puissance 10 à l'intérieur d'elle, puissance 100. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, moi, ce que j'ai envie de dire aux hommes, c'est quand vous avez votre femme qui vous dit qu'il y a ça qui ne va pas, c'est vraiment que ça ne va pas du tout. Parce que pour qu'elle arrive à le dire, qu'elle en arrive à le dire, c'est vraiment qu'on est passé à un certain cap. Mais c'est quoi, par exemple ? Elle dit quoi, concrètement ? C'est par exemple, franchement, tu me saoules avec le rangement. D'accord ? Le rangement, c'est un sujet de couple qui est catastrophique dans le couple. Oui. Les personnes pensent... Initialement, dans la phase classique, c'est on se rend compte, c'est génial, il est maniaque, elle est maniaque. Ça veut dire que la maison, elle est parfaitement propre. Deuxième étape, non mais attends, là tu vas un peu trop loin. Quand tu étais en train de pas nettoyer le lavabo et qu'on l'a laissé pendant une nuit pas nettoyé, c'est quand même pas très grave. Donc là, tu entres dans la phase de négociation. Troisième phase, c'est j'en peux plus. Non, mais comment tu peux être aussi maniaque sur le rangement, mais tu as un souci dans ta tête, il faut vraiment que tu changes. Dernière phrase, dernière étape, c'est la séparation. Et donc, tu vois... Je crois qu'on peut se séparer pour un truc aussi bête ou c'est que généralement, ça va dans un ensemble si la personne est maniaque comme ça, elle emmerde sur t'as plein de trucs, en fait. Quand t'es maniaque, en général, t'es pas maniaque que sur le rangement. T'as un problème, en général, avec l'argent. De contrôle, voilà, c'est beaucoup plus large. Donc, je te donne un exemple. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces personnes, par exemple, en matière de rangement, c'est un sujet de couple classique, éminemment classique, tu vois, le rangement. Mais le rangement, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire peut-être que la personne qui se met à ranger, en fait, ça lui rappelle peut-être des éléments dans son enfance. On lui a toujours dit, tu peux pas commencer à profiter de ta journée si t'as pas rangé. T'es un mauvais enfant si tu ranges pas. Tu te sens pas en sécurité si tu ranges pas. Tu peux pas trop concentrer sur autre chose si tu ranges pas. Donc, au lieu d'entrer dans un rapport de force, il faut comprendre ce que le besoin de rangement signifie. Et au contraire, la personne qui a besoin de rangement, peut-être que chez la personne qui n'a pas besoin de rangement, elle se dit « Mais comment elle peut s'autoriser autant de liberté dans son quotidien ? Pourquoi elle n'a pas besoin d'être comme ça ? Pourquoi elle n'a pas besoin de tout contrôler ?» Et donc, tu sens là que les deux inconscients du couple se rencontrent et que ce n'est pas un hasard s'il y a des frictions. Mais au contraire, si tu veux dépasser la phase du rapport de force, eh bien, il faut comprendre pourquoi ça te fait mal et comment dépasser cette question. Parce que cette question du rangement, tu crois que tu vas jamais la retrouver dans ton prochain couple, mais il y a de grandes chances que tu sois attiré souvent par les mêmes personnes, par les mêmes inconscients. Donc, de toute façon, autant la régler maintenant, la question. Parce que si tu crois que tu vas pas avoir le même problème potentiellement après, en fait, c'est une illusion.
C'est intéressant, et d'ailleurs ça rejoint un peu ce qu'on disait sur les relations pour le coup toxiques, c'est que souvent quand tu es attiré par des personnalités toxiques, tu vas reproduire ce genre de schéma. Tant que tu n'as pas compris, ouais. Ouais, tant que tu n'as pas compris. Mais en fait c'est pareil à moindre échelle sur les personnes un peu maniaques, les personnes un peu dominantes, etc. quoi. Exactement, les personnes avec du charisme, les personnes qui doivent être avec une injonction des femmes de trouver un homme drôle. Mais attends, mais tu crois que tout le monde est drôle sur cette terre? Tu crois pas qu'il y a des hommes qui sont super et qui sont pas drôles? Bah bien sûr que si, tu vois ce que je veux dire. Tu crois que tu veux trouver une femme qui est parfaitement indépendante? Bah oui, mais bon, peut-être qu'elle va pas te faire 4 enfants si elle est parfaitement indépendante financièrement, tu vois. Faut arrêter avec ces injonctions, et selon moi, on en revient toujours à la question de l'idéal de couple. À partir du moment où tu as un idéal et que tu veux faire rentrer la personne, une personne que tu rencontres dans ton idéal de couple, bah forcément, ça va clasher. Et puis donc, en fait, tant que tu n'acceptes pas qu'une rencontre, c'est finalement quelque chose qui va, en quelque sorte, te mettre mal à l'aise, tu vois, quelque chose qui va réveiller des choses chez toi, qui va te faire évoluer, tant que tu n'acceptes pas ce qu'est une rencontre, Charles Pépin, tu sais, il a écrit un bouquin sur la rencontre, tant que tu n'acceptes pas ce qu'est une rencontre, c'est-à-dire quelque chose qui va te faire changer, quelque chose qui va te faire évoluer, quelque chose qui va te faire comprendre que tu avais des comportements, qui étaient peut-être enfantins, immatures, et que finalement tu as l'occasion de grandir. Tant que tu n'acceptes pas que c'est ça une rencontre, et ben la personne que tu vas rencontrer, c'est finalement pas une vraie rencontre, c'est juste une case que tu vas mettre dans l'image que tu avais du couple. Et c'est donc toute cette notion d'image qui pose problème et qui font que les gens divorcent. Ah bah t'as rencontré quelqu'un qui buvait déjà 5 verres d'alcool à chaque fois, j'en sais rien, tous les soirs en rentrant, et que c'était son quotidien. Tu crois vraiment qu'il n'y a pas un problème avec l'alcool? Si. Et tu crois que ce problème avec l'alcool, tu fermes les yeux au nom de l'amour, mais ce problème avec l'alcool, tu vas en parler dans ta procédure de divorce, en fait. Oui, c'est clair. C'est tout. Et ça me fera des preuves dans la procédure de divorce. Limite, c'est un peu un coup bas, parce que tu avais le temps, en fait, de l'aider ou d'en discuter ou de partir. Et le fait de ne rien dire pendant toute la relation et à la fin de l'accuser de ça, alors que potentiellement c'est même ce qui nous avait attiré au début, c'est vrai que c'est un peu... Bah, je trouve que ça se fait pas, en fait. Ta responsabilité, c'est de poser des limites. Ok, tu bois de l'alcool tous les soirs, bah ouais, tu as un souci avec l'alcool, ça me pose problème. Tu règles ton problème. Je te donne 3 mois, 6 mois, je sais pas, j'y connais rien en matière d'addiction, mais en gros, tu restes 6 mois, 1 an avec la personne, le temps qu'elle règle son problème. Soit maintenant, tu arrêtes totalement dans 6 mois, 1 an, soit tu continues et c'est terminé entre nous, ou soit tu apprends à le gérer, ou sinon c'est terminé entre nous. C'est Camille Lelouch qui en parle dans une interview que j'ai vue il n'y a pas longtemps, où elle dit qu'elle avait un problème avec l'alcool assez grave, et qu'elle se sert un whisky à 14h. Pour elle, c'était normal, elle ne voyait même pas le problème. Et que son mec de l'époque, qui je crois est devenu son mari, le père de ses enfants, etc., lui dit « Mais tu fais quoi en fait ?» Et à ce moment-là, elle réalise qu'il y a un problème. Et il ne l'a pas justement abandonné. Ce n'est pas forcément un red flag, entre guillemets, etc. Il lui a dit, ça, c'est plus possible, en fait. Tu ne vas pas construire une vie stable, avoir des enfants, etc. avec des comportements comme ça, en fait. Ça ne marche pas. Et simplement en lui faisant percuter, etc. Les gens peuvent changer si on les aide et qu'ils veulent. Et qui veulent, surtout. C'est le plus important. On ne peut pas aller contre leur... Exactement, pareil. Je pense à... tu vois, il y a souvent... des petits signes, tu vois, de violence, d'instabilité, toujours au début du couple, quand tu es dans des relations après qui vont aboutir à un divorce, à une séparation violente. Mais en fait, tous ces signes, les personnes, elles les avaient depuis le départ. Je pense à une personne qui se met à crier de manière, j'ai eu des cas là, dans des divorces, je me souviens je m'inspire. Au début d'une relation de couple, en fait, tu en arrives, tu as une situation où tu es avec un serveur et tu parles mal au serveur. Où tu te mets à insulter quelqu'un quasiment sans raison. Mais tu crois quoi, en fait? Tu crois que l'absence de maîtrise des émotions, ça va s'arranger par la suite si tu t'améliores pas? Bah non, en fait. Donc, comme on avait eu une interview qu'on avait faite où la personne avait mis un coup de pied dans un chien. Ça va pas. Il y a un problème. Voilà. Et en fait, ce que je trouve sur le coup, effectivement, on a tendance à bloquer en se disant, bon, j'ai vu quelque chose d'anormal, mais notre cerveau, il est fort pour ça, donc il va passer à autre chose et oblitérer ce souvenir quasiment. Exactement. Mais en fait, non, il faut prendre dans l'ensemble. En fait, moi, ce que je vois de fou, tu vois, c'est que les personnes me décrivent leur situation de couple depuis des années
Et depuis des années, ça va mais vraiment très mal. C'est pas genre ça va un petit peu mal, ça va très mal. Ils ont plus de relations sexuelles ensemble, ils supportent plus qu'il y en ait un qui le touche. Ils ont une éducation totalement différente sur les enfants. Ils supportent plus la belle famille. Au niveau professionnel, comment dire, ils se disent mais c'est pas possible en fait. Comment tu peux ne pas avancer comme ça si peu au niveau professionnel ou trop ou voilà, il y a des décalages, qu'il y a une absence d'évolution depuis des années. Et c'est-à-dire qu'ils voient ça depuis des années et ils sont patients. Ils attendent. Ils se disent, tiens, ça va s'améliorer. Oui, mais alors, c'est vrai, mais moi, je voudrais le voir quand même d'une manière positive. Quand je suis arrivé au début dans ces questions de divorce, etc., j'avais tendance à penser, peut-être parce que je suis un peu conservateur de nature, etc., que la société aujourd'hui, les gens, ils se quittaient pour un rien, etc. Et puis, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur les commentaires. Les gens disent, aujourd'hui, l'amour n'est plus rien et machin. Et je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'ai l'impression, à l'inverse, que quand même, les gens sont patients, essayent et que personne divorce, enfin quasiment personne ne divorce pour rien ou pour peu de choses. Mais bien sûr. Non, mais parce que parfois les gens ont l'impression que, tu vois, justement, on parlait du rangement, mais c'est un exemple. Mais en fait, les gens ne se quittent pas juste pour ça. Quand c'est grave. J'aimerais bien que tu approfondisses là-dessus. Exactement. En fait, moi, ce que je vois, c'est que les gens, ils font tout leur possible pour ne pas divorcer. Vraiment, je pense que s'ils avaient les clés pour ne pas divorcer, ils ne divorceraient pas. Et j'ai des clients qui m'ont dit, franchement, si je vous avais connu avant, j'aurais pas divorcé. Parce que j'aurais compris, en fait, que tout ça pouvait se travailler et s'améliorer. Et aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est des gens qui font leur maximum, qui avaient des idéaux de couple. Et parce qu'ils avaient ces idéaux de couple, ils n'ont pas su s'adapter. Et aussi parce qu'ils avaient un tel besoin d'être aimés. Et ils avaient une telle... c'est quand même magnifique d'avoir une famille, de sortir ensemble le week-end, de passer des vacances, de rencontrer d'autres personnes, un autre cercle. C'est des choses qui sont très belles, qui sont rêvées par nombre de personnes aujourd'hui sur cette terre. Et c'est vrai que les personnes, justement, sont très patientes, font énormément de compromis, mais... Pour moi, la notion de compromis, c'est quelque chose qui pose problème aujourd'hui parce que quand tu fais un compromis dans le couple, ça peut te coûter, tu vois. Si par exemple, j'adore la mer et qu'on me dit, en fait, tu partiras plus jamais à la mer et toujours à la campagne, moi qui aime énormément la mer, ça va me coûter, tu vois. Et c'est un compromis. Peut-être que je vais traîner comme une valise derrière moi et la prochaine dispute, je vais le sortir. Alors que si j'avais dit dès le départ, écoute, je comprends que la mer, tu n'aimes pas ça. Tu dois comprendre aussi que moi, je n'aime pas la campagne. En tout cas, que j'aime pas, mais que j'ai moins besoin de la campagne. Eh bien, moi, ce que je te propose, c'est qu'on ait des vacances séparées. C'est OK. Il ne faut pas se sentir rejeté ou abandonné. De temps en temps, l'un se sacrifie. Ou qu'on équilibre les deux. Mais parfois, il n'y en a aucun. Parfois, quand on a 4 semaines de vacances et que la semaine de Noël, tu vois, elle est sacrifiée avec la famille, je ne suis pas totalement choquée sur le fait qu'il y ait une partie des vacances qui ne soit pas totalement passée ensemble. Oui, bien sûr. Ça peut être un deal acceptable. Exactement. Et sauf que l'exemple des vacances, j'en parle parce que j'ai entendu ça régulièrement dans le couple. J'ai sacrifié toutes ces années pour faire des vacances qui lui faisaient plaisir. Bah ouais, mais en fait, tu as ta responsabilité dans ça. Bien sûr. Il fallait poser ta limite. Il fallait t'écouter. Et la question que tu dois te poser, c'est... Pour éviter ce problème dans ton prochain couple, pourquoi je ne suis pas capable de poser des limites? Qu'est-ce que ça réveille en moi quand je pose des limites? Est-ce que j'ai peur d'être rejetée, de ne pas être aimée? À quel moment est-ce que tu vas considérer que tu es une priorité dans ta vie? Et ça, sans aller dans l'extrême, de dire Exactement. Non, mais moi j'adore la mer, donc je vais à la mer, etc. Non, poser une limite, ça veut dire justement pouvoir négocier, en parler, etc. Sans être péremptoire, sans se faire passer que soi devant. Sans faire des reproches. Sans faire des reproches. On a le droit d'aller moins à la mer et d'aller un peu à la campagne, sans pour autant y aller zéro. Exactement. Et d'ailleurs, en parlant de compromis, parce que c'est intéressant, parce que tu prends l'exemple du coup, il y en a un qui aime la mer, qui voit plus la mer et qui va à la campagne parce que l'autre aime la campagne. Ouais. Mais ce que vont faire beaucoup de gens, c'est dire t'aimes la mer, moi j'adore la campagne, viens, on se met dans un endroit pourri à 50 km de la mer. Non, mais c'est souvent ça. J'avais pas pensé, ouais. Et du coup, personne n'est content. Tout le monde a l'impression de s'être sacrifié. Exactement. C'est encore pire. Exactement. Et le problème aussi, il faut quand même, à mon sens, mettre de l'eau dans notre vin, c'est qu'on a quand même une société qui est très difficile en matière de couple. À la fois, on a une injonction à l'individualisme, c'est-à-dire à être une personne épanouie, à être heureux, à être en bonne santé, à être absolument parfait. Et de l'autre côté, on a une injonction à former famille. Donc, tu as des objectifs qui aujourd'hui sont totalement contradictoires, puisque le principe de la famille, c'est aussi que tu écoutes l'autre, que tu te sacrifies parfois pour l'autre. Et donc, en fait, il y a un équilibre qui est très difficile à trouver, parce que c'est ce que nous renvoie la société, le sacrifice pour la famille, et ne pas se sacrifier au nom de l'individualisme. Ouais. Donc, comment tu concilies des intérêts qui sont aussi contradictoires? C'est assez difficile. Et la seule manière de les concilier, c'est de ne pas être dans le reproche, c'est d'être dans l'écoute de ses besoins, c'est d'être dans l'écoute des besoins de l'autre, et de ne pas avoir une
une hiérarchie des besoins. C'est aussi important de partir à la mer pour certains que de partir à la montagne l'hiver. Ouais, bien tu sûr. vois. Donc, et aussi comprendre que ça, je pense que c'est un vrai mal de notre époque, c'est que toutes ces choses finalement qui nous rendent heureux ou vers quoi on veut aller, c'est souvent des choses où émotionnellement, c'est pas très intense. C'est plutôt dans la durée, etc. Ouais. Se promener au bord de l'eau en famille, et c'est pas waouh. Et on a tendance à voir ça soit de manière rêvée, soit par les réseaux, etc. de gens où on a l'impression qu'ils vivent des moments exceptionnels. Ouais, c'est clair, Alors qu'en fait, non, une relation stable, etc. C'est pas des pics émotionnels. Exactement. C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt classique, quoi. Exactement. En fait, aujourd'hui, on nous dit que l'amour, ça doit être quelque chose, justement, comme tu dis, avec beaucoup de pics émotionnels, avec des moments qui sont rêvés. Sauf qu'une relation stable, c'est de la routine, c'est de l'ennui. Sauf que tu t'ennuies un peu moins à deux que tout seul. Tu vois ce que je veux Bien dire? sûr. Et donc, tant qu'on normalise pas l'ennui et la routine qui font partie intégrante du couple, eh bien, dans ces cas-là, bien sûr que ton couple, il va éclater parce que les gens, ils vont dire, je m'ennuie. En fait, ouais, c'est normal que tu t'ennuies en couple. Ça fait 10 ans que vous êtes ensemble, ça fait 3 ans que vous êtes ensemble. Bien Des sûr. choses, vous en êtes beaucoup dit. C'est pas grave si vous ennuyez et que vous avez plus rien à dire de temps en temps. C'est clair. Après, si c'est tout le temps comme ça, peut-être qu'il faut essayer de recréer du lien et de retravailler. Oui, ou changer son mode de vie. Exactement. Bien sûr. Mais de me dire, ouais, je m'ennuie, en fait, tu as ta responsabilité dans ça. Tu vois, bosse sur toi, bosse sur ton couple. Tu as cru que tu allais bosser tes maths, tu as cru que tu allais bosser ton français et que tu allais avoir ton diplôme d'avocat comme ça. Non, pour ton couple, travaille-le, c'est la même chose. Si tu crois que tu vas avoir un couple qui réussit sans le travailler et sans t'interroger sur le couple, en fait, c'est quoi ce délire? D'où la question de l'éducation en matière de couple. L'éducation amoureuse. Quand est-ce qu'on va avoir une éducation travailler amoureuse? Travailler sur soi, travailler sur son couple. Oui, en fait, ça se fait pas comme ça. En fait, c'est même pas le couple, ce serait travailler sur la relation. Travailler sur la relation. Enfin, peu importe qui. Tiens, je vois que je suis attirée par quelqu'un d'autre et qu'aujourd'hui, j'ai plus envie d'avoir des relations sexuelles avec mon amoureux, mon amoureuse. Autant le dire, en fait. Le problème, c'est que le moment où tu es attiré par quelqu'un d'autre, tu le dis pas la plupart du temps. Sauf que le courage aussi, c'est de le dire. C'est de dire, écoute, c'est pas ma vision, c'est pas ce que j'avais envisagé, mais aujourd'hui, tu m'attires plus. Est-ce qu'on peut essayer de travailler ensemble? Peut-être qu'on peut aller voir un sexologue qui va nous aider à travailler sur ça. Peut-être que c'est un psychologue. Peut-être que c'est à moi de travailler. Peut-être qu'on doit travailler chacun de notre côté, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Parce qu'en fait, un couple sans relation sexuelle, à moins que ce soit un choix, et c'est rarement volontairement voulu par les membres du couple, à moins que ce soit un choix, ça veut dire que tu vas avoir une infidélité dans quelque temps. S'il y a une infidélité, après tu vas reprocher à l'autre membre du couple d'avoir été infidèle alors que vous aviez tous les deux votre part de responsabilité. C'est un peu plus complexe que ça, tu vois. Donc, oui, en fait, ce que je retiens de ce que tu dis, c'est que peu importe finalement le sujet de discorde, etc., si on a le courage de l'affronter et de le poser sur la table, l'affronter, ouais. Souvent il y a des solutions. Ouais, en fait, il n'y a rien d'impossible, quoi. Ouais, exactement. Le vrai problème, en fait, c'est, par exemple, tu vois, la question des relations sexuelles. Le problème, c'est que les personnes, elles vont se dire « Ah, mais j'avais peur de le blesser. Ah, mais j'avais peur qu'il puisse pas s'adapter. » Mais attends, mais c'est pas à toi de décider pour l'autre de sa réaction. C'est sa responsabilité de vouloir avancer, de faire, d'apprendre encore sur la vie, de pas croire qu'on est des êtres finis et qu'on sait absolument tout. Non, en fait, doute de toi-même. Et moi aussi, et toi et l'autre membre du couple, dans ces cas-là, doute aussi de toi-même. Tu vois? Mais c'est toujours le problème, c'est que si on est face à quelqu'un qui n'a, ou que soi-même, on ne s'est jamais questionné sur soi, qu'on ne se connaît pas, etc., on sera incapable de recevoir effectivement quelque chose qui nous apparaîtrait comme une critique radicale. Voilà, en fait, c'est ça le problème, c'est que les personnes, elles pensent que c'est une atteinte à leur personne, que c'est pour faire du mal. Et quand tu as quelqu'un qui pleure en face de toi, forcément, c'est pas forcément, tu vois, c'est d'autant plus difficile de dire les choses. Sauf que si tu comprends que la remarque qui est faite par l'autre membre du couple, elle a rien de personnel, mais qu'elle est pour son propre équilibre et pour la question de l'individualisme dont on parlait avant, si tu comprends que c'est dans cette optique-là qu'elle dit les choses, et que justement, elle te fait confiance pour oser te dire ça, parce qu'elle a confiance dans ta capacité à s'adapter et à t'écouter, eh bien, dans ces cas-là, tu as ton couple qui peut avancer. Oui, bien sûr.
Mais si tu peux pas dire qu'au niveau sexe, ça va pas, qu'au niveau argent, en fait, tu as besoin de connaître les comptes et que l'autre, il l'a jamais dit, qu'il le prend personnellement en disant ou qu'il ne répond pas en restant dans le flou, que on a besoin que la personne a besoin de faire d'autres vacances et que l'autre le prend mal en disant ah mais ça veut dire que tu veux plus partir avec moi. Non, ça veut pas dire que je veux plus partir avec toi. Ça veut dire que j'ai besoin de temps pour moi. Tu m'as dit que tu voulais faire un stage de yoga en Inde, mais moi j'ai pas du tout envie de partir en Inde. Je vais avoir des problèmes, j'en sais rien, avec mon ventre et je vais être malade. Bah ouais, mais moi j'ai envie d'avoir cette expérience-là. Bah ouais, bah c'est ok qu'on passe pas les vacances ensemble. On se rattrapera l'année prochaine et je serai heureuse que tu aies quelque chose à me raconter qui t'ait fait grandir et peut-être que je t'accompagnerai l'année d'après. Il y a que ça simplement parce que je vois aussi, tu vois, pas mal sur les réseaux, etc. Le côté vraiment souvent très féministe, etc. Où en fait ça te pousse à ne rien faire en commun, etc. Parce qu'on privilégie toujours son propre intérêt. Ouais. Alors que je pense que c'est pas ce que tu dis. C'est bien d'avoir sa vie personnelle, etc. Ça ne veut pas dire ne pas faire de sacrifices, ne pas faire des choses en commun, etc. C'est juste que parfois, on a besoin d'une bouée ou d'un moment, et que ce moment, il faut être capable de le prendre. Exactement. Et puis, après, quand on est dans une relation de couple, c'est beau aussi, tu vois, de donner à l'autre membre du couple, c'est beau de partager avec cette personne ce qu'il aime. Par exemple, si la personne en face de moi adore les concerts et que moi je n'aime pas aller à un concert, peut-être que je vais aller à un concert pour lui faire plaisir aussi, parce que ça va pas trop me coûter, parce que je sais que c'est important pour lui. Tu vois, il y a des sacrifices, il y a des compromis qui peuvent être pour lesquels on peut prendre du plaisir, on peut trouver un sens à modifier son comportement. Et donc en fait, je pense que le plus important, c'est pas tant de faire des sacrifices et des compromis que de trouver un sens à ce changement de comportement, de le voir différemment. Pas comme quelque chose qui te coûte, mais comme quelque chose qui va nourrir la relation parce que ça va faire plaisir à l'autre aussi, tu vois. Mais faut qu'il y ait un équilibre entre les deux après. Très intéressant. Pour un peu plus de légèreté après ces magnifiques propos, est-ce que tu vois une saisonnalité? Est-ce qu'il y a des moments où les gens se séparent, des moments où les gens ne se séparent pas? Ouais, je vois vraiment une saisonnalité. Tu vois, le moment où je sais que je vais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler, c'est septembre, octobre, novembre. Surtout septembre, octobre, ils vont tous lancer leur procédure de divorce. Donc rentrée scolaire. Et après je vais t'expliquer les raisons. Et deuxième moment où les gens divorcent le plus, je dirais que c'est janvier, février. Pourquoi ? Parce qu'ils viennent de passer les vacances en couple. Ils s'étaient dit, tiens, j'ai encore de l'espoir que ça marche. Je nous donne une dernière chance. Sauf que comme d'hab, les vacances en couple, ça se passe très mal puisque tu es 24 heures sur 24 avec la personne. Donc, il y a eu des tensions, il y a eu des crises de couple. En général, il y a eu la petite goutte qui a fait déborder le vase juste pendant les vacances. C'était la énième scène à laquelle il ou elle ne voulait pas assister. Et du coup, ils viennent me voir à ce moment-là. Donc, exactement. Je suis habituée. Et c'est tous les débuts. C'est janvier parce que c'est les bonnes résolutions. C'est septembre parce que c'est la rentrée scolaire. Ouais. Et c'est le lundi. Et c'est le lundi aussi, exactement. Et il y a un autre élément aussi, c'est que quand tu rentres de tes vacances scolaires, en fait, tu as de nouveau l'énergie. C'est ça. Donc, tu es de nouveau ressourcé. Donc, tu peux de nouveau voir clair à ta situation. Et après, en janvier, pourquoi ils lancent en janvier ? Ils lancent en janvier parce qu'ils ont aussi reçu, la plupart du temps, des cadeaux de merde. Des cadeaux de merde. Il m'a offert un fer à repasser. Voilà. Non, c'est aussi parce que en fait, déjà, les repas de famille ont été insupportables. Il y a eu les petites crises. Et puis, en fait, tu sais qu'il y a beaucoup d'attentes à Noël. Noël, c'est la période... La période de Noël, c'est la période où il y a le plus de conception. Donc, les attentes de conception d'enfants. C'est pour ça que tu as autant de naissances au cours de l'été jusqu'en septembre. C'est parce que tu as tous les enfants qui sont nés à Noël, qui ont été conçus à Noël. Et donc, en fait, les attentes vis-à-vis de Noël, l'image qu'on a de Noël est tellement, ancrée dans un imaginaire de bienveillance, de famille, d'amour, que la descente aux enfers est beaucoup plus forte aussi. Ah ouais. Moi, je suis d'accord. Le moindre accrochage à Noël, je le prends très, très mal et très personnellement. Tu vois, une crise à Noël, c'est impardonnable. Non, ouais, moi, je suis Sauf que, d'ailleurs, avec les pervers narcissiques, il y en a toujours, tu vois. Ouais, c'est clair. Enfin, bon. Mais non, Noël, c'est sacré, quoi. C'est la famille, c'est ça. Donc, en fait, on ne supporte plus les crises de Noël. Non. Après, le problème, c'est qu'il y a les soldes et qu'il y a eu les cadeaux de Noël. Du coup, en général, ils ont du mal à payer. Du coup, en janvier, ils ont du mal à payer et ils se mettent majoritairement à repayer en février. Mais bon, parfois, il y en a qui ont aussi les cadeaux, la famille, les économies. Donc, voilà. Ouais, bien sûr. OK.
Je te propose d'aller sur les couples où, bon là on a vu de manière classique, etc. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a en plus une partie un peu violence, qu'elle soit psychologique, physique? Alors, je pense qu'avant l'arrivée de la violence, Ouais. c'est l'un des membres du couple a la certitude que l'autre membre du couple ne peut pas évoluer. Quand tu acquiers la certitude qu'il n'y a pas une possibilité d'évolution dans le couple, c'est quand même très compliqué parce que la notion de personnalité, on sait qu'elle est mouvante, qu'elle évolue. Alors bien sûr, il y a une base, un socle solide, mais on sait qu'il y a des adaptations qui sont possibles. Donc quand tu comprends en général que la personnalité de l'autre est figée et qu'il n'y a pas de possibilité d'adaptation, c'est le préalable, en tout cas dans mes dossiers de violence. Okay. Et en fait, à partir du moment, ça c'est une évidence, mais quand est-ce qu'il faut partir? C'est bien entendu quand il y a des violences conjugales, quand on quand tu es insulté, quand on ne respecte pas tes besoins, quand on te fait du gaslighting, quand tu ne peux pas sortir en étant habillé comme tu veux, voir tes amis comme tu veux, quand tu ne peux pas avoir la disposition de ton argent, quand tu ne peux pas décider de l'éducation de tes enfants. Bon, je ne vais pas te faire une liste à la Prévert, mais ça, c'est vraiment des signes de violence psychologique, voire de violence physique, qui ne doivent pas faire douter sur le fait qu'il faut partir. Parce que parfois, les personnes me disent « Ah, mais c'est un événement isolé. C'est pas moi qui l'a tapé, c'est le meuble juste en face. Il m'a rien fait à moi. » Non, en fait, ça, c'est un signe de violence et tu n'acceptes pas et tu pars. Parce que ce que les personnes doivent comprendre, c'est que l'auteur des violences, il teste un petit peu. Tiens, j'ai pu l'insulter, elle n'a pas réagi. Je ne me suis pas excusée, c'est cool. Maintenant, je vais monter d'un cran. J'attends de voir quelle sera sa limite parce que c'est ça que je kiffe. C'est de voir quelle est sa limite et quel est le moment où le rapport de force va encore plus monter crescendo. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est parce que moi, j'ai vu aussi des cas inverses, c'est-à-dire que la personne pousse l'autre personne au max du max jusqu'à ce qu'elle ait je sais pas moi, des pensées mauvaises ou que justement elle ait un acte de colère ou de violence pour l'accuser en disant t'es violent, etc. Alors que c'est finalement elle qui a poussé cette personne à arriver dans cet état-là, alors que c'est pas du tout une personne violente ou une personne... Exactement. Et dans ces cas-là, la tactique qui sera utilisée par le manipulateur, c'est de faire passer l'autre pour fou ou pour folle. Et ensuite de dire mais ma pauvre vieille, t'es totalement folle, mais tu t'en rends compte, tu peux pas t'occuper des enfants, tu seras incapable de retrouver un travail et de retrouver qui que ce soit qui t'aime. Accepte ce que je te donne parce que de toute façon sans moi t'es rien. C'est ça la mécanique des violences conjugales. Et donc ce qui est dramatique, c'est pour ça que c'est pas si binaire, il faut bien essayer de le comprendre dans sa globalité. Et ce qui est dramatique, c'est qu'après moi je me retrouve en justice avec des femmes qui se font passer pour folles. C'est l'inverse parfois, attention, des femmes qui se font passer pour folles alors que les réactions, de ces femmes, elles font suite à des manipulations hors normes et des situations d'emprise. Ou dans l'autre sens aussi. Ou dans l'autre sens, bien entendu. Ça arrive aussi dans l'autre sens. Ouais. Donc voilà, là, j'ai un dossier récemment où c'est l'homme qui est victime de violences conjugales et il ne le voit absolument pas. Et ce qui est dramatique, c'est que je ne peux pas lui dire parce que, en fait, il est toujours dans la justification. Alors, le mécanisme classique, quand tu te poses la question de devoir partir et que tu sais est-ce que je dois le quitter ou pas, le réflexe classique de la victime, c'est de justifier le comportement de l'autre. Non, mais il est fatigué. Non, mais il a des difficultés professionnelles. Non, mais c'est comme ça qu'il a été éduqué dans sa famille. Non, mais il a besoin de temps pour s'adapter. Mais il a mal dormi. Ah, en plus, il a un problème de santé. Il y a toujours des séries de raisons pour justifier un comportement de violence. Sauf que la violence n'est jamais justifiée. D'accord ? À moins qu'on soit dans un état de nécessité il n'y a pas de violence qui est justifiée. Donc à ce moment-là, il faut partir. Et c'est très dur parce que à la fois, tu as un moment de violence qui est unique, parfois rapide, je pense notamment aux violences physiques, et d'autre part, tu dois prendre une décision, là encore rapide, par rapport à des années de relation, par rapport à une vie qui est construite, par rapport à des enfants, une école qui est trouvée, une situation stable, une maison dont les échéances sont encore en cours pour les 10 prochaines années. Donc, c'est pas facile. Bien sûr. Ce qu'il faut comprendre, on parle quand même souvent du coup des femmes victimes, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas forcément qu'il y a moins d'hommes, c'est que déjà ils nous suivent moins. On a quand même beaucoup plus de femmes dans notre audience. Ensuite, ils n'en parlent pas, ils portent pas plainte. Ouais, beaucoup moins. Beaucoup moins, quoi. Ça arrive de plus en plus, mais beaucoup moins. Mais donc beaucoup moins. Et donc forcément, les exemples qui viennent, etc., c'est plus effectivement des femmes.
Ouais. Voilà. Mais parce qu'on voit souvent les commentaires, oui, ils sont anti-hommes, etc. C'est pas du tout le cas, en fait. Non, pas du C'est tout, simplement que, oui, il y a un peu plus d'éléments comme ça, que le masculin l'emporte sur le féminin. Donc, quand on dit le pervers narcissique, bah, c'est simplement celui qu'il est. C'est pas que c'est un homme, Bien etc. sûr. Donc, Ouais. je préfère préciser ça. Et j'en profite pour vous dire de vous abonner, d'activer la cloche. Et on sort des vidéos chaque semaine. Donc, si le couple vous intéresse, si la relation vous intéresse, comment faire en sorte de bien divorcer ou au contraire de préserver son couple, etc., eh ben, abonnez-vous. C'est important pour nous. Et si vous avez des choses à nous dire, marquez-les en commentaire. On lit tous les commentaires. Donc, quand il y a des choses qui reviennent, par exemple ce podcast, cette vidéo, elle vient du fait qu'on a lu beaucoup de commentaires sur cette question-là. Exactement. Et quand il faut aussi se séparer, c'est quand on ne se reconnaît plus. Tu vois, alors là, on parle des violences conjugales, mais parfois, on ne se reconnaît plus, même dans une situation de couple classique. C'est juste une séparation dans laquelle, voilà, on n'a plus les mêmes aspirations, on peut plus être la personne qu'on souhaite être, qu'on pensait devenir. Et dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter non plus à se séparer et de le dire là aussi avec calme. Écoute, aujourd'hui, je deviens une personne qui ne me ressemble pas, que je n'avais pas l'intention d'être. Je vois que je ne peux pas évoluer avec toi. Et j'ai besoin de partir pour ma propre construction. Et qu'est-ce que c'est après une relation d'amour aussi de l'autre personne? La personne qui est quittée, on la prend, bien sûr, c'est pas facile pour elle, mais la personne qui est quittée, ce qu'elle est censée faire aussi, c'est accepter. C'est-à-dire qu'en fait, l'amour, c'est le respect de la liberté de l'autre. Si tu veux rompre une relation, c'est comme n'importe quel contrat, tu romps une relation. Et après, c'est ta responsabilité de faire le deuil de cette relation. Mais il faut l'accepter. Tu n'es pas censé... bien sûr, tu peux essayer de te battre. Il y a des manières parfois, c'est possible de conserver le couple, la relation. Mais la plupart du temps, quand tu es quitté, il y a peu de chances que ce soit possible de revenir. Bien sûr. Et il faut accepter que la relation de couple est une relation conditionnelle. Si l'autre ne t'apporte aucun des éléments dont tu as besoin, c'est logique et normal, entre guillemets, de le quitter. Exactement. Et puis, on n'est pas forcément une victime parce qu'on est quitté, en fait. La personne qui quitte, elle souffre aussi. Moi, je le vois. La personne qui vient en me disant « je vais divorcer », même si elle prend l'initiative de la rupture, faut pas croire qu'elle souffre pas. C'est très difficile pour la personne qui rompt aussi de quitter. Bien sûr. C'est juste elle peut le faire pour des bonnes raisons. Donc, et puis en plus, elle peut le faire pour des bonnes raisons. Et puis l'une des bonnes raisons, je pense qu'on peut enchaîner sur la troisième partie, c'est aussi la question des enfants. Aujourd'hui, le discours qu'on entend le plus, c'est en fait, j'ai pas envie de la quitter pour les enfants. J'ai envie de tout faire pour nos enfants. Mais qu'est-ce que tu veux montrer comme image de couple à tes enfants? Tu veux montrer l'image de parents qui s'aiment pas, qui s'embrouillent tout le temps, qui partent pas en vacances ensemble, qui n'ont pas les mêmes valeurs, qui n'ont pas de discussion. C'est ça, en fait, une image de couple que tu veux donner? Oui, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a quand même sur le spectre, on va dire, entre une relation parfaite et une relation horrible, souvent on est un peu au milieu. Et donc oui... Alors moi, je te montre l'extrême parce que je vois les situations de divorce la plupart du temps. Ouais. Et là c'est important, je pense, de le rappeler que oui, quand c'est vraiment très dysfonctionnel, il faut quitter quand il y a des enfants. Ouais, quand c'est très dysfonctionnel et qu'il y a des enfants, il faut quitter parce que à ce moment-là, vous dites à vos enfants qu'une relation de couple, c'est ça. Sauf que vous souhaitez pas à vos enfants d'avoir la relation de couple dysfonctionnelle que vous connaissez aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il faut partir. Est-ce que ça va jouer dans leur construction ? Bien sûr, je pense pas qu'une séparation ce soit quelque chose d'anodin pour des enfants, mais après là c'est plus d'un point de vue psy. Non, je parlais plus de rester. Est-ce que c'est pas encore pire finalement ? Mais bien sûr que si, c'est pire. Tu crois que c'est après ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des parents qui vont être en conflit, les enfants vont assister à ces conflits. C'est normal d'entendre des parents crier ? Non, en fait, crier, insulter. Ne pas montrer de signes d'amour, tout ça en fait, ça fait qu'on reste plus ensemble en couple. Il faut l'accepter. Et ce qui est gravissime, c'est de dire à ses enfants, je reste pour toi. Vous imaginez en plus la culpabilité, la responsabilité d'un enfant à qui on dit, en fait, je t'aime, donc je reste pour toi avec maman. Ou c'est pour toi qu'on reste avec papa. Waouh. C'est vrai que souvent, on fait porter aux enfants des responsabilités qu'ils n'ont jamais acceptées. On leur dit, voilà, je reste pour toi, ou après tous les sacrifices que j'ai faits, quand même, tu peux pas me faire ça, tu peux pas devenir pompier ou j'en sais rien, ou créateur de contenu parce que je me suis sacrifié quand même, alors qu'en fait, il ne nous a rien demandé. Donc, on le fait, c'est de notre responsabilité de parents, mais on ne peut pas lui faire porter ça. Exactement. Et c'est la raison pour laquelle, au contraire, pour moi, le discours qu'on est censé avoir vis-à-vis des enfants, papa et maman n'étaient plus heureux ensemble, ils ne s'aimaient plus.
j'avais pas envie que tu connaisses une image d'une famille finalement qui s'aime plus, qui se crie dessus, qui s'insulte, dans des couples très dysfonctionnels. Et c'est pour ça que je me suis séparée de papa, de maman, pour que tu puisses connaître un cadre stable, apaisé, dans lequel tu puisses grandir avec des sourires et des rires. Tu vois ? Et c'est ça qu'il faut dire. Et c'est ça qu'ils ont envie d'entendre, les enfants. C'est pour ça qu'aujourd'hui, de penser que les enfants ne sont pas heureux parce que leurs enfants se séparent, c'est totalement faux. Les enfants sont malheureux de voir leurs parents malheureux. Ça, c'est sûr. Bien sûr. En revanche, tes enfants, ils seront heureux s'ils voient des parents heureux, même s'ils sont séparés. En fait, on pourrait hiérarchiser. Dans l'idéal, deux oui, bien parents sûr. ensemble où tout va bien. Mais oui, il vaut mieux être séparés et arriver à recréer un peu de bonheur ou en tout cas au moins d'équilibre. Plutôt qu'une relation où oui, il y a les deux, mais c'est la catastrophe. Ouais. Et ça, c'est un travail qui est difficile à comprendre Bien sûr. pour les personnes qui viennent me voir, parce que en général, je ne peux pas y aller trop frontalement. Il faut qu'ils prennent le temps de le comprendre la plupart du temps avec un psy. Et aussi de leur faire comprendre, parce qu'en fait, à ce moment-là, quand ils viennent me voir et qu'ils ne savent pas encore s'ils vont divorcer ou pas, c'est qu'ils ont encore une aversion pour le changement. Ils ont encore peur du changement, ce qui est normal. Ils ne savent pas ce qui va se passer demain. Alors, le cerveau, il est fait pour ne pas accepter le changement. C'est douloureux. C'est un saut dans l'inconnu. Tu ne sais pas qui tu vas rencontrer. Sauf que moi, ce que je vois sur les clients je suis depuis des années, c'est qu'après le divorce, en fait, ce n'est pas une renaissance pour certains, mais presque. Il y en a qui ont une phase qui peut durer plusieurs années quand même, parce que c'est quand même un traumatisme. Ça peut durer plusieurs années pour être de nouveau en confiance, pour être capable de rencontrer quelqu'un, pour de nouveau former un couple. Mais moi, ce que je vois, c'est des personnes qui vont être de plus en plus épanouies au fur et à mesure et qui vont se dire « Non, mais c'est pas possible, comment j'ai pu rester aussi longtemps ? Comment j'ai pu perdre autant d'années de ma vie ?» C'est ça que disent les personnes une fois qu'elles ont divorcé, la plupart du temps, pas toujours, mais souvent. Quand c'était un peu hardcore. Ouais, quand c'était hardcore. Elles disent, mais en fait, c'était n'importe quoi d'aller se tromper à droite, à gauche. C'était n'importe quoi de lui mentir pendant des années, d'accepter qu'il ou elle ne me touche pas. Mais c'était n'importe quoi de faire chambre à part. Voilà ce que disent les couples. Oui, et puis surtout, Après, le problème, c'est pendant qu'ils y sont, ils savent jamais où est-ce qu'ils sont sur ce spectre. Oui. Souvent, ils pensent que des comportements qui sont complètement anormaux sont la norme, puisque c'est la norme qu'ils ont toujours vécue. Exactement, et puis surtout, c'est toujours aller crescendo. Donc en fait, ils ont accepté l'éloignement progressif en pensant que c'était normal, mais non. En fait, c'est pas ça, être en couple et avoir une relation saine. Être en couple et une relation saine, c'est être content de se voir, c'est rire ensemble, c'est avoir des conflits de temps en temps, mais les dépasser. C'est partager des moments d'intimité ensemble, c'est partager des activités, parfois construire une famille. Voilà, c'est ça, être en couple ensemble. Mais c'est pas avoir des hauts et des bas toutes les semaines. C'est pas avoir des conflits sur l'argent toutes les semaines. C'est pas avoir des conflits sur la belle famille toutes les semaines. C'est pas avoir des insultes, des violences et des enfants qui pleurent systématiquement parce qu'ils voient leurs parents s'embrouiller. C'est pas ça la vie, hein. Bien sûr. Puis ça dépend aussi de ce qu'on appelle embrouille. Je crois qu'on estime qu'en moyenne un couple se dispute 317 fois par an. J'ai vu une stat comme ça. En fait, mais parce que oui, parfois il y a un conflit, mais sur un truc complètement inutile. On s'en fiche un petit peu. Voilà, on parle de vrais conflits, des conflits sur des choses importantes. Ouais, sur des différences de valeurs, des différences de vision d'avenir. Non, mais je précise toujours parce qu'après, on ne sait pas qui écoute et comment les gens le prennent. Ouais, donc après, ils s'engueulent parce qu'il y en a un qui a perdu les clés de voiture et ils ont l'impression que du coup, ça rentre dans ce qu'on est en train de dire, alors que non, c'est un anodin, entre guillemets, quoi. Par exemple, oui, tu parles des clés de voiture, mais en fait, ce qui n'est pas anodin dans les conflits, c'est la manière dont on le gère. Oui, les clés de voiture, c'est totalement anodin de les porter. En revanche, si je me mets à dire « mais t'es trop nul, mais comment tu as pu oublier les clés de voiture ? Mais c'est absolument inadmissible que tu sois incompétent à ce point !» Tu vois que c'est pas le problème, c'est pas les clés de voiture, c'est ce que je fais de ce conflit. Donc, quand je te dis que quand ils viennent en médiation pour que je les aide à de nouveau savoir communiquer, en disant comment j'ai perdu les clés de voiture, j'en suis vraiment désolée. Effectivement, il faut que je fasse plus attention, mais c'est pas dans ma manière d'être de faire attention à mes affaires. C'est pas l'éducation que j'ai eue, c'est très difficile pour moi. Je vais essayer de faire attention, mais est-ce qu'on pourrait pas essayer de trouver une solution sur la perte des clés de voiture ? Ah tiens, on pourrait mettre un AirTag. Tiens, par exemple, j'en sais rien, tu vois. Donc ça c'est un vrai truc aussi. On peut souvent acheter beaucoup de tranquillité contre un peu d'argent. La femme de ménage. Oui, mais j'ai vu, moi, plusieurs fois des gens... oui, mais vu que je suis au foyer, c'est mon rôle.
bah, en tout cas, ça pourrait l'être, mais si tu n'y arrives pas ou si ça cause des problèmes et que tu as les moyens, bah, il suffit de prendre une femme de ménage. En fait, il y a quelqu'un qui peut le faire. Exactement. Ça peut acheter beaucoup de tranquillité. Exactement. Pareil pour le babysitting. Babysitting, ouais. Bah oui, parce que en fait, moi, ce que je vois, c'est que je vois que des couples, quand ils divorcent, qui ont aussi passé très peu de temps ensemble quand il y avait les enfants. Les enfants, c'est magnifique et c'est un espace d'amour inimaginable, mais c'est aussi moins de temps pour le couple. Donc, tant que les personnes ne passent pas de temps ensemble pour rester en couple, bah, en fait, in fine, il y a une séparation. C'est clair. Et même quand tout se passe bien, c'est déjà très dur de passer du temps quand tu as des enfants en bas âge, quoi. Exactement, exactement. Et tu vois, Attends. Donc, tu vois, pour moi, quand je te disais que quand tu es un parent et que tu dis à ton enfant, bah, je décide avec maman ou je décide seule de partir parce que je ne suis plus heureux, parce que je ne souhaite pas que tu aies cette image-là de la relation de couple, en fait, ça veut dire que tu es un exemple à ce moment-là pour ton enfant. Tu montres à ton enfant ce qu'est une relation saine, ce qu'est un modèle sain de parents responsables, d'adultes responsables. Donc, c'est hyper important. Ah, c'est intéressant, ça. Ouais. Très intéressant. Ok, ouais, oui, en fait, tu fais preuve de courage. Ouais. Tu le montres à ton enfant et donc il pourra reproduire ce schéma qui est positif. Parce que sinon, ton enfant, il pense qu'en fait, si tu pars pas et que tu es en train de te embrouiller toute la journée, bah, il pense que c'est normal et qu'en fait, tu restes dans cette relation. Bah non. Oui, c'est vrai qu'en fait, c'est une forme de faiblesse. Exactement, c'est une forme de faiblesse. Et effectivement, c'est ce qu'on dit toujours, quand est-ce qu'on est courageux? C'est quand on dépasse une peur. Bah oui, tu as peur de quitter, bah oui, tu as peur des lendemains, tu as peur de l'inconnu, c'est ce que j'ai dit. Mais en fait, être courageux, c'est faire face à cette peur. Voilà, donc affrontez vos peurs. Et si c'est un début de semaine, un début d'année ou une rentrée scolaire, septembre ou janvier, vous pouvez me contacter. Merci Héloïse, c'était un vrai plaisir de faire cet échange. Merci Antoine. Dites-nous en commentaire si vous aimez ce genre d'épisode, si vous aimez qu'on sorte un petit peu plus de notre cadre classique, parce que là on était quand même sur une vision plus générale du couple. Plus large. Si ça vous intéresse, si vous aimez ça et que vous voulez qu'on aille là-dessus, on a des tas et des tas de sujets à traiter, c'est un sujet hyper vaste. Donc avec grand plaisir. Dites-nous tout ça en commentaire et on se retrouve à très bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir, à bientôt. Ciao, ciao.